7000 followers en seulement 9 mois. C'est l'exploit, si je puis dire, qu'a réussi à atteindre Joanne dans cette nouvelle leçon. Mais elle se pose maintenant une terrible question. Comment est-ce que je fais quand j'ai réussi, franchement, à force de travail, à avoir 7000 followers pour les transformer en réels clients? Car oui, mes chers amis, ça n'est pas un scoop, mais le follower Instagram n'est pas forcément un client, loin s'en faut. Parfois, en fait, il est juste là, il va qu'à ses occupations, il voit à peine vos posts d'ailleurs, et donc il y a un vrai sujet qui est un sujet de conversion pour réussir à faire en sorte que ces prospects Instagram, que ces 7000 personnes rentrent dans un tunnel et deviennent enfin des clients. C'est exactement ce dont on a parlé dans mon épisode du jour avec Joanne. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner ou le partager autour de vous. Ça m'aide énormément à donner de la visibilité au podcast. Allez, je vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Je hais l'administratif. Oui, moi aussi. Et comme moi, à peu près tous les entrepreneurs que j'ai pu croiser dans ma vie d'ailleurs. C'est pourquoi je suis ravie de vous présenter mon sponsor, Conto. Q-O-N-T-O. Avec Conto, fini les formalités à rallonge, vous lancez votre société, il s'occupe des formalités. Statut, publication de l'annonce légale, création de votre micro-entreprise ou SAS, tout ce qu'on déteste. En 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et vous, pendant ce temps, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand j'ai créé Gemio, Conto n'existait pas. Et après avoir galéré des heures sur une plateforme soi-disant géniale qui buguait tout le temps dans tous les sens, vous savez de quoi je parle, j'ai dû aller déposer mon dossier en physique au greffe de Paris. Quelle perte de temps! Chers amis, ne faites pas comme moi à l'époque et profitez de leur offre tout spécialement pensée pour les entrepreneurs ou indépendants. Conto vous gère gratuitement votre création d'entreprise. Seuls les frais légaux restent à votre charge. Une fois votre entreprise créée, vous avez également 3 mois de compte pro offerts avec le code Pauline 2025. Salut Joanne, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline, merci beaucoup de ton invitation. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir. Alors tu connais la coutume de ce podcast, Joanne, et des leçons. Je te laisse commencer par te présenter, me dire qui tu es, d'où tu viens, et puis ensuite me dire quelle est ta question pour moi aujourd'hui. Oui, donc je m'appelle Joanne, je suis franco-libanaise, je suis née au Liban et ensuite j'ai fait mes études à Paris et ensuite j'y ai travaillé pendant 10 ans dans un grand groupe de luxe, dans des fonctions de stratégie, de business développement et à la fin en marketing. Et en 2022, un projet perso m'a menée à Marseille, qui est la ville d'où est originaire mon mari. Et c'est dans ce nouveau cadre de vie que j'ai fondé Teta il y a 9 mois. Donc, Teta signifie mamie en libanais. Donc, c'est un hommage d'abord à mes racines, c'est sûr, à la transmission qui est importante pour moi, mais aussi à cette slow life très méditerranéenne. Et en fait, Teta, c'est une marque d'art de vivre que je définis comme un ensemblier, dans le sens où je compose des collections à base d'objets chinés, donc vintage, et aussi des objets d'édition d'artisanat. Donc, signé Teta. Et qui sont des collections plutôt de prêt-à-porter ou c'est autre chose? C'est vraiment de l'art de vivre, donc c'est la maison. Donc c'est beaucoup d'art de la table et du petit mobilier, des luminaires, tout ce qui fait qu'on se sente bien chez soi, mais avec un gros focus art de la table pour l'instant, parce que c'est le démarrage et que c'est ce qui me semblait le plus naturel. Super. Donc en fait, au-delà de vendre des objets, ce que j'essaye de faire avec Teta, c'est vraiment de réunir tout un univers et de faire en sorte à ce que les gens se projettent assez facilement et composent un petit peu un chez-soi où on se sent bien. Donc en fait, le slogan, c'est l'art d'être soi, dans le sens où l'idée, c'est d'écouter sa singularité, c'est d'assumer cette petite intuition qui fait que quelque chose nous plaît alors qu'on ne sait pas trop si on surfe entre le mauvais goût, le bon goût. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de complètement s'assumer et d'écouter son instinct. Donc, Teta est une marque d'art de vivre à destination des particuliers. On a un e-shop où on peut trouver toutes nos collections, sachant que moi, le persona ou le client auquel je m'adresse, c'est la personne qui a envie de singularité chez elle, qui en a marre de consommer chez les marques qu'on connaît tous, mais qui n'a pas forcément
la brocante facile, c'est-à-dire l'accessibilité au fait d'y aller, de savoir où est-ce que c'est, de négocier, Ouais. de se projeter, de chercher. Voilà, c'est quand même un univers qui est plein de trésors, mais assez ingrat à l'accessibilité en tout cas. Et c'est ça que j'avais envie de bousculer. Donc ça, c'est sur notre site internet. Et ensuite, il y a une Super. offre B2B avec une prestation de curation et de direction artistique à destination des décorateurs, des restaurateurs, des marques, etc. Aujourd'hui, donc la marque a 9 mois. J'avance avec des besoins assez limités, des moyens assez limités, pardon, et pas mal d'intuition. Côté communication, je me suis beaucoup concentrée sur Instagram où en 9 mois, je suis passée de 0 à peu près 7000 abonnés. Donc, Vachement bien. en fait, oui, j'ai l'impression que l'univers graphique séduit. Et j'ai eu aussi la chance d'obtenir de la visibilité dans des parutions presse comme dans Le Monde, Elle Décoration, Art et Décoration. Super. Super Trop cool. sympa pour démarrer. Mais du coup, aujourd'hui, et pourquoi j'ai accepté cette leçon avec plaisir, c'est qu'en fait, j'ai un modèle qui est très éditorialisé, on va dire. Donc, Mhm. ça fonctionne bien en termes d'image, mais c'est assez fragile sur le plan commercial, dans le sens où je me retrouve avec un engagement très fort sur Instagram, mais qui ne convertit pas Ouais. autant sur mon site web. Et j'aimerais bien réussir à convertir un petit peu plus et à faire du repeat idéalement. Mais voilà le premier problème auquel je suis confrontée. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire, pas un problème que tu es la seule à avoir. Alors c'est un problème qui est plutôt bien parce que ça veut dire qu'au moins tu réussis à avoir de l'engagement et à avoir, comme tu disais, je pense à une appétence pour l'esthétisme. Mais il y a quelque chose d'assez fondamental, je crois, que les gens parfois oublient, c'est que déjà, c'est pas parce que ça marche sur Instagram que ça marche dans la vraie vie, parce qu'en fait Instagram ça reste une galerie d'images et il y a une différence entre aimer une image et acheter le produit, comme tu le sais très très bien. Et puis l'autre chose aussi, je pense que qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que y a quand même une vraie différence entre ce qui est créatif et qui peut plaire, une fois de plus visuellement, et ce qui est commercial. Et donc on va peut-être pouvoir se poser ensemble la question de ton mix produit et de savoir si finalement ce qui fonctionne sur Instagram n'est pas ce qui se vend. Donc la première question que j'ai pour toi avant de pouvoir t'aider un petit peu plus, c'est est-ce que dans les ventes que tu as, tu constates que ce sont des produits qui sont assez différents des produits qui marchent sur Instagram, ou en tout cas des produits qui sont peut-être un petit peu moins créatifs que ceux qui plaisent le plus sur Instagram? Produit ou univers, hein, j'entends. Et Ou pas vraiment. alors, Peut-être pas, non, hein. pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt lié. Après, j'essaie d'avoir des règles un peu éditoriales qui font que j'ai pas envie que mon Instagram se retrouve à être un peu le fourre-tout et à être un peu comment dire, un panneau publicitaire ambulant. J'avais vraiment envie de créer un univers de marque un petit peu cosy dans le sens où on se sent bien quand on arrive sur la page, etc. Et de rester très cohérente. Mais je vois quand même que généralement, ce que je poste, c'est souvent ce qui se vend ou alors ce que la presse va chercher en packshot pour parler de moi. Donc, D'accord. Donc il y euh, a un lien plutôt positif. il y a un lien plutôt positif, mais voilà, je ne surcharge pas non plus mon nombre de publications dans ce souci d'esthétisme et Hmm. c'est là D'accord, où je comprends. peut-être que ouais. Alors, ok, très clair. Donc ça déjà, c'est un premier écueil, on va dire, qu'on a évité. Pour les personnes qui nous écoutent, je dis, c'est que il peut y avoir des personnes qui ont des comptes Instagram très images, mais du coup qui sont un peu décorrélés, on va dire, d'une réalité business. Donc dans ton cas, c'est pas vraiment le problème, puisqu'en fait, j'ai l'impression que ce qui plaît sur Instagram, c'est ce que tu vends. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Maintenant, la deuxième question que j'ai pour toi, c'est selon toi, d'où viennent tes followers Instagram? Est-ce que c'est lié à des collabs que tu as pu faire? Est-ce que c'est arrivé de manière organique? Est-ce que c'est arrivé plutôt avec du paid? Je te pose la question parce que la qualité de ton follower va être intéressante. Peut-être que tu as des followers qui sont très engagés parce qu'ils aiment l'esthétiste et qui vont avoir l'habitude de regarder des magazines de déco, etc. Mais du coup, en fait, qui like les magazines de déco sans jamais acheter. Et à l'inverse, tu peux avoir une autre population de gens qui, en fait, est plus acheteur, si tu veux, des objets de déco. Donc j'aimerais comprendre d'où ça vient. Alors, grâce à Demian, j'ai fait la communication sur les réseaux sociaux,
qui Super. du coup m'a poussée. Et donc ça a marché puisque je vois que tu as 7000 followers. Écoute, exactement, sauf que je connais mes limites et typiquement j'ai suivi les conseils d'un carnet, etc. Donc au lancement de la marque, j'ai fait 3 réels où j'expliquais vraiment ma vision. Je me mets vraiment pas en scène, mais je me mets à nu en tout cas. C'est comme ça que je l'ai ressenti pour vraiment expliquer le concept, etc. Il y en a eu un 4e ensuite où j'explique un petit peu l'offre B2B. Et on me suit sur un shooting pour un client, etc. Et c'est des vidéos qui ont énormément marché. Beaucoup de vues et beaucoup d'engagement suite à celle-ci. Pareil, je suis partie en Égypte pour sourcer de l'artisanat, donc j'ai fait un petit réel là-dessus. Et pareil, en fait, j'ai l'impression que il y a énormément de gens qui sont arrivés par ça d'abord. D'accord. Et ensuite, et qui sont abonnés, etc. Je pense la presse, oui, je sais pas trop, ouais, mais voilà. Ok, très clair. Je te dis ça parce qu'en fait, une fois de plus sur Instagram, il y a plusieurs cas de figure. Tu peux avoir des gens qui te suivent, mais qui sont en fait, qui resteront toujours un peu des gens qui font du lèche-vitrine, en fait. C'est aussi ça Instagram, hein, honnêtement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de qualifier tes followers Instagram, parce que ça va être ta source, on va dire, de clients aujourd'hui, pour essayer de trouver au sein de toute cette masse de 7000 personnes, c'est déjà pas mal 7000 personnes, lesquels sont des gens chauds. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un tunnel ensemble, qui est un tunnel de conversion dans lequel on va passer de la masse de 7000 personnes qui te connaît mais qui n'est pas forcément des acheteurs chauds à des gens qui achètent. Et pour ça, en fait, il va falloir que tu fasses passer dans ton tunnel, c'est un peu métaphorique ce que je raconte, mais les followers Instagram à notamment du mail, ce qui est en général le bon moyen de le faire, de telle sorte que les gens qui vont s'inscrire à ton mail, il faut que tu arrives à les qualifier, que ce soit des gens qui sont des potentiels acheteurs. Et donc pour ça, il y a plein de manières de le faire. Ça va être intéressant parce qu'une fois que tu auras une base mail avec des gens qui sont des potentiels acteurs, et ben tu vas beaucoup plus pouvoir convertir. Il est faux de penser qu'Instagram est un très bon moyen de conversion. Instagram, honnêtement, c'est plus quand même un outil de notoriété et de visibilité. Et après, pour faire de la conversion, en fait, il faut que tous ces gens qui te suivent, et on le voit bien sur Instagram, en plus tu vois un post sur 10, etc. Enfin, c'est pas facile non plus d'acheter, ça donne envie. Mais en gros, il faut un peu fermer les taux, si tu veux, et faire en sorte que tous ces gens-là, en tout cas ceux qui sont des vrais potentiels clients, tu les fasses rentrer dans ce fameux tunnel de telle sorte qu'ils passent vraiment commande. Et donc là, il faudrait que tu réfléchisses à faire en sorte de se dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée à mes followers sur Instagram pour qu'ils aient envie de s'inscrire à ma newsletter, mais que je ne sélectionne que les gens qui sont des potentiels acheteurs. Donc peut-être que par exemple, tu peux dire sur Instagram, si vous abonnez à ma newsletter ou à ma mailing list, t'es pas obligé d'envoyer des mails très souvent, hein, ça peut être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, vous avez moins 10% sur votre prochaine commande. Et dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui sont inscrites à ta base mail, ils l'ont fait parce qu'ils ont envie de potentiellement avoir moins 10%. Donc potentiellement, c'est des gens qui veulent acheter, versus tous les autres qui sont des gens qui sont peut-être juste là pour flâner, si tu veux, et s'inspirer parce qu'ils trouvent que ce que t'es joli et ce que tu as fait est très joli. Et donc ce que je veux dire, c'est que je pense que maintenant que tu as déjà réussi à créer cette base de 7000, il va falloir que tu réfléchisses, donc tu as du trafic, à faire en sorte de comment je convertis ce trafic, ce qui est un peu l'essence de ta question. Et en fait, c'est un peu sur Instagram, mais c'est surtout en fait en qualifiant ces gens-là et en faisant en sorte que au sein de ces 7000 personnes, ceux qui ont un vrai potentiel d'être acheteurs, que tu les fasses rentrer un peu plus proche de l'acte d'achat. En général, c'est pas directement de Instagram à l'acte d'achat, ça peut arriver, mais c'est plus vraisemblablement par mail. Et je sais pas si tu as actuellement déjà une newsletter, mais ça peut être intéressant, donc, parce que, du coup, tu fais rentrer, si tu veux, certains de ces 7000, mettons, t'arrives à faire rentrer 100, 200 personnes dans ta newsletter, et si tu y arrives, ensuite, ces gens-là, tu pourras régulièrement, pas le faire non plus trop souvent, mais régulièrement envoyer des mails en donnant tes nouveautés, etc. Et donc, t'auras une clientèle qui est beaucoup plus chaude. C'est ce qu'on appelle passer d'un prospect froid à un prospect chaud, et l'erreur, c'est qu'il faut pas que tu fasses rentrer tout le monde dans ta newsletter. Il faut que tu fasses rentrer les gens qui ont un vrai intérêt pour l'achat. Et donc là, on peut brainstormer ensemble, je sais pas si t'as des idées aussi, mais à part le code promo, un guide d'achat, enfin je sais pas, en fait il faudrait que tu arrives à trouver des moyens de faire en sorte que les gens qui sont pas uniquement intéressés par l'aspect édito, mais qui peuvent être vraiment intéressés par le fait de posséder l'un de tes objets à toi et aucun autre, comment est-ce qu'on les fait rentrer, si tu veux, dans ce tunnel. Il faut leur proposer quelque chose qui va les intéresser. Moi, ce que je fais très honnêtement sur Demian, tu l'as déjà vu, c'est que très souvent, j'ai des gens qui me suivent parce qu'ils veulent des conseils sur l'entrepreneuriat, et ce que je fais, c'est que je leur propose des contenus gratuits, uniquement accessibles s'ils s'inscrivent à ma newsletter,
pour aller plus loin sur telle ou telle thématique, si tu veux, d'entrepreneuriat. Et donc, en fait, les gens qui sont vraiment intéressés à l'idée d'en savoir plus, eh bien, ils vont me donner leur mail. Et donc, ces gens-là sont des prospects en général qui sont plus chauds que quelqu'un, si tu veux, qui me suit juste parce qu'il trouve ça sympa, tu vois, et qu'il a envie d'avoir 2-3 infos de temps en temps. Donc, dans ton cas, je pense que l'inscription à la newsletter avec un code, avec un bonus, avec peut-être un objet en plus, si jamais la personne, c'est pas forcément un code promo, si t'as pas envie de faire d'offres, et je le comprends, ça peut être que tu offres un petit truc en plus, c'est ce que fait beaucoup Cézanne par exemple. Cézanne offre bien souvent un tote bag aux personnes qui passent dans la boutique. C'est un moyen, si tu veux, d'incentiver les gens à faire cette démarche, qui est une démarche tu vois, coûteuse, c'est gratuit de le faire pour eux, mais disons qu'on n'a pas forcément envie de laisser son mail à tort et à travers. Écoute, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Au niveau du code promo, j'en ai déjà un qui est en place, qui fait -10 quand on s'inscrit à la newsletter. Mais D'accord. effectivement, c'est vrai que bon, j'ai pas Mais sur ton 7000 site, j'imagine. exactement. Donc, faut peut-être que je le pousse un peu plus sur Instagram. Et du coup, tu me donnes deux idées. Effectivement, le bonus, le petit gift, c'est vrai que ça, je peux y réfléchir en petit produit un peu sympa. Et ça me donne Que aussi les une petite personnes idée. qui y accèdent, ce seraient uniquement des personnes qui passent commande, quoi. Oui, c'est ça. Mais Parce peut-être qu'en fait, toi, pourquoi t'as pas pas. un enjeu de trafic, si je comprends bien. Il faut toujours essayer de se poser la question, mon problème, à moi, il est où? Est-ce qu'il est dans le trafic? C'est-à-dire que je suis pas connue, personne me connaît. Visiblement, t'as réussi, franchement, et bravo d'ailleurs, en assez peu de temps, franchement, à avoir déjà 7000 followers. Donc, est-ce que mon problème, c'est plutôt un problème de ce que j'appelle conversion, ou ce qu'on peut appeler parfois de la transformation? C'est, en gros, j'ai un stock de gens qui me connaissent, mais ils achètent pas assez. Et toi, t'es plutôt là, en fait. Et donc, pour ça, il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ce trafic qui me connaît en gens qui achètent? Déjà, faut le qualifier. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir les personnes qui sont susceptibles d'acheter. Parce que je te dis, une erreur souvent que les gens font, c'est d'essayer de vendre à tout le monde alors que ça marche pas. T'as probablement des gens dans les 7000 qui te suivent, pas pour les mauvaises raisons, mais qui n'achèteront jamais, en fait, qui sont là juste parce qu'ils trouvent ça cool et tout, mais ils n'achèteront jamais. Donc, déjà, première étape, tu qualifies, t'essayes de créer, en fait, un listing de gens qui sont des gens potentiellement intéressés. Et ensuite, ces gens-là, il faut leur donner une petite pichenette, un petit bonus, un petit goodies, quelque chose qui va faire, ou une édition limitée, qui font que s'ils le veulent, ils ont pas le choix. Bref, essaie de créer, si tu veux, une incentive pour qu'ils passent commande. Sinon, en fait, ils peuvent rester là à regarder pendant longtemps. Et pourquoi pas, ça me donne une idée, c'est proposer des conseils, typiquement partir de quelque chose qu'ils ont chez eux, qui appartient à leur grand-mère, à leur vieille tante, etc. Et composer, enfin donner des idées de conseils autour de cet objet, Totalement. ou autour et faire le pont peut-être avec un de nos objets sur le site. Enfin, essayer de proposer Exactement. une boîte à conseils, quoi. Exactement. En gros, tout ce qui est conseil, tout ce qui est contenu qui va être sincèrement intéressant pour ton audience, c'est en général un bon moyen de les attirer dans ta mailing list, qui va être ensuite un bon moyen de plus les travailler commercialement. Et comme ça, en plus, tu spammes pas tout le monde, tu ne spammes que les personnes qui ont accepté d'y être, alors que sinon, sur Instagram, on n'a pas envie qu'on nous vende toute la journée quelque chose, quoi. Et donc ça, c'est intéressant. Malgré tout, je t'incite à réfléchir à le plus performant sera si tu arrives à trouver la bonne combine, et il va falloir que tu sois créative, mais du coup, si t'as créé une boîte, tu l'es forcément. C'est comment est-ce que je fais pour proposer quelque chose qui va attirer essentiellement des personnes qui sont des personnes potentielles acheteurs. Ça, c'est très important et vraiment, j'insiste dessus, parce que avoir une très grosse newsletter avec plein de monde dessus, si c'est que des gens là qui sont un peu là par hasard, ça ne sert à rien. C'est comme Ils se d'avoir un très gros désabonnent compte de toute manière. Instagram où il y a 1 million de personnes, mais en fait, il y a à boire et à manger dedans. Ça ne sert à rien. Il vaut mieux que tu aies peu de personnes très qualifiées qui sont des potentiels acheteurs. Et donc, pour ça, il faut que tu essaies de comprendre, tu vois, ça peut être des conseils sur comment acheter, justement, je sais pas, tel ou tel produit, parce que du coup, a priori, c'est des gens qui sont intéressés à l'idée d'acheter, tout simplement. Oui, oui, c'est vrai. Alors que si Euh, c'est uniquement comment, tu vois, plus quelque chose d'édito et de joli, on va rester dans quelque chose d'un peu plus passif. ouais, je vois. Très clair. Et ensuite, j'avais une deuxième question pour toi. C'est que Mhm. mon univers, il plaît autant aux pros qu'aux particuliers. Et j'ai une belle traction côté B2B, ce qui est top. Mais, enfin, c'est pas mon problème. Mais ma question, c'est que j'attire des activités très différentes. Et je me pose la Tu veux question dire de en comment B2B des répondre. activités différentes?
Exactement. Donc ça peut être des restaurateurs, du mariage, des buffets, des shootings photos, etc. Mais je me pose la question de comment répondre à ces sollicitations en phase de lancement sans complètement diluer le message de marque que j'ai envie de créer. Bon, on est d'accord que déjà ça se fait surtout en marque blanche, donc c'est pas forcément visible sur tes réseaux. Si, pour l'instant, c'est Ah, pas de la marque blanche, c'est ah visible, d'accord. mais c'est visible sur leur communauté. Ça, c'est pas non Oui, plus. d'accord, sur leur, mais ils vont communiquer sur ton nom à toi. Bah, en tout cas, c'est ce qui s'est fait pour l'instant, mais j'ai D'accord. pas réfléchi à la marque blanche. Ce qui est, Bah bon, alors donc ouais, peut-être qu'une idée pour créer de la cohérence, c'est ce que je comprends et je pense que tu as totalement raison d'y penser. Déjà sur tes propres réseaux sociaux, tu n'es absolument pas obligé de communiquer dessus si tu estimes que ça n'est pas dans l'ADN strict si tu veux de ta marque et que t'as pas envie que ça manque ensuite de cohérence si tu es avec ta marque. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que même eux, tu peux tout à fait leur dire que t'es ravi de, tu vois, repenser tel buffet, telle salle, etc. Avec tes talents de décoration et d'art de la table, mais que t'as pas envie de communiquer sur le nom de la marque et que t'as pas envie qu'ils communiquent sur le nom de la marque, donc tu peux tout à fait imposer que ça soit de la vraie marque blanche, c'est-à-dire que ça ne soit pas visible et comme ça t'auras pas d'enjeu si tu veux en termes de sécurité de marque quoi, si je puis dire. Donc ça déjà ça peut être de bonnes pistes. Je pense qu'il y a une autre question qu'il faut que tu te poses, c'est que, et c'est souvent un point qu'on a, on peut être tiraillé, c'est marrant, ça me rappelle un tout petit peu au début de Gemio. Je me rappelle au début de Gemio, on avait une assez forte traction sur des personnes qui nous demandaient des bijoux 100% sur mesure. C'est-à-dire des personnes vraiment qui arrivaient, qui avaient un dessin et qui nous disaient j'aimerais faire ça, etc. Et au début, fallait bien manger, donc on disait oui à pas mal de ces demandes et donc on a fait pas mal de ces demandes. Le problème, c'est qu'on savait fondamentalement que c'était pas notre cœur de métier parce qu'en fait notre vision c'était pas d'être un artisan joaillier classique, mais c'est d'être une vraie marque et une marque en fait à part sur de la très haute joaillerie si tu ne fais pas ce genre de choses. Et puis d'autre part, d'un point de vue honnêtement du design, c'est vrai que quand tu designs de A à Z un bijou, ça prend beaucoup de temps, faut le tester, etc. Et donc là, le faire, en gros, je te passe les détails, mais c'était un peu risqué en termes de qualité. Et donc on a fini par dire non. On a mis un peu de temps. Mais je te dis ça parce que à un moment donné, il faudra que tu te poses la question de où est-ce que tu te situes. Est-ce que c'est plutôt B2C ou B2B? Tu peux faire un peu les deux, mais en réalité, je trouve qu'on avance beaucoup mieux, beaucoup plus vite et beaucoup plus fort quand on se concentre très fort quand même sur une tâche. Et si jamais tu fais plutôt du B2B, c'est très bien, mais du coup tu feras moins de B2C, c'est sûr. En fait, il faut pas que ça devienne une distraction sincèrement pour ton cœur de business. Donc je t'invite à réfléchir à ce que tu veux toi, là où tu penses aussi qu'il y a la plus forte opportunité, parce que à court terme, bien sûr, tu as le droit de le faire, surtout si ça met un peu de beurre dans les épinards. Mais disons que je dis ça parce que c'est un vrai écueil que j'ai vu. J'ai déjà vu plein d'entrepreneurs se planter honnêtement parce que ils lançaient trop de trucs en même temps et que du coup ils arrivaient pas à être très bons dans un domaine parce qu'en fait forcément ils avaient trop de choses à gérer franchement. Donc c'est pas facile de dire non, surtout quand il y a de l'argent sonnant et trébuchant derrière. Mais parfois il faut savoir choisir ses combats. c'est ça. Et moi, j'ai peur que, à terme, à me disperser, la marque B2C ne devient qu'une façade qui en fait C'est amène un vrai de risque. l'entrant, mais qui quelque part, voilà, il y a rien derrière. Et du coup, moi, ce qui est le plus naturel pour moi, c'est cette offre B2C, c'est ce qui me fait vibrer. Moi, j'adore ça, assembler, me projeter, etc. Donc, c'est très naturel pour moi de le faire. C'est moins naturel pour moi le B2B, le fait de démarcher commercialement. Je trouve que c'est un autre mindset que créer une marque B2C. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment les mêmes les mêmes choses à voilà. Après, à l'inverse, tu vois, il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, je pense à Sarah Lavoine, je pense à Dorothée Boissier de Gilles et Boissier, qui ont commencé plutôt par le B2B parce qu'ils étaient architectes d'intérieur, donc en fait ils ont fait des belles commandes pour des marques, etc. Et qui peu à peu se sont lancés dans le B2C, mais parce que leur entreprise était plus importante, et donc ils avaient plus de monde, et donc en fait ils se sont là aussi concentrés pendant un temps sur quelque chose qui était en l'occurrence plutôt le B2B dans leur cas, et après ils ont fait du B2C. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas impossible de le faire, mais bien souvent ça arrive dans un second temps. C'est-à-dire que si tu le fais trop tôt dans ton histoire, que ça soit en B2C ou en B2C, quel que soit ce que tu choisis, disons que
comme tu es toute seule pour l'instant, ou pas avec grand monde, mais c'est normal au bout de 9 mois, bah en fait si tu veux, tu vas avoir du mal quand même à faire tout bien. Et donc voilà, c'était le petit point que je voulais te dire quand tu m'as parlé de ce que tu faisais, où je me suis dit il y a un petit risque, je te le dis, que j'ai vécu avec Gemio, donc je te jette pas la pierre, mais où je vois bien que tu risques d'être happé par le B2B, parce que assez souvent le B2B, bah honnêtement c'est plus rapide, je te le dis. Pour faire un business avec Demian qui est aussi B2B et B2C, le B2B paye plus rapidement que le B2C, ça c'est indéniable. Mais le problème c'est que du coup il y a un risque que tu passes tout ton temps dessus. C'est à la fois un risque et un avantage, ça veut dire que ça pourra te générer pas mal de sous, mais c'est un dosage dans ton histoire d'entrepreneur en fait à trouver et à comprendre si c'est ce qui compte pour toi ou pas. Ouais. Bon, je sais pas si j'ai trop répondu à ta question sur ce sujet, mais ça me paraissait important d'en parler. En tout cas, je te remercie pour ton temps. Alors, je viens d'aller faire un petit tour effectivement sur ton compte Instagram en même temps qu'on se parlait et je trouve ça effectivement très chouette. Theta, Art de Vivre. Allez jeter un œil pour qu'on continue à augmenter ce beau nombre de followers. En tout cas, bravo à toi pour tout ce que t'as fait. Et donc justement, si jamais on a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent te suivre sur Insta, c'est Theta Art de Vivre. Le site internet, c'est ça aussi ? C'est www.thetaartdevivre.com. Super. Eh ben écoute, génial. Joanne, merci pour ton temps et bravo déjà pour tout ce que tu as accompli en aussi peu de temps. Et puis j'espère à bientôt, tiens-moi au courant de la suite. Merci beaucoup Pauline.